Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sarah Dumais-April, conseillère aux événements et à la logistique chez Fadio. Donc, on se retrouve cet après-midi pour un atelier qui est propulsé par le Récifad. Et là, vous l'avez peut-être vu là, dans le décompte, mais on vous demande un petit quelque chose de spécial cet après-midi. En fait, on va vous demander d'aller vous renommer pour l'atelier parce qu'on va vous diviser dans des salles tout à l'heure. Et pour nous faciliter la tâche, on va vous demander d'aller identifier avant votre nom la lettre qui correspond à quel niveau dans quel niveau vous travaillez. Donc, que ce soit le niveau des jeunes, on vous demande de mettre un J, donc un F pour la formation professionnelle, un A pour la formation générale des adultes, un C pour le collégial et un U pour l'universitaire. Si vous êtes interordre ou autre, on vous laisse choisir dans lequel des 5 ordres d'enseignement vous souhaitez aller. Donc, vous pouvez choisir la lettre de votre choix. Si vous avez des difficultés là, pour vous renommer, je vous explique rapidement comment faire. Donc, vous utilisez les 3 petits points à côté de votre nom et vous choisissez l'option « Se renommer ». Si vous avez des difficultés, par écrit, vous pouvez dans le chat là, contacter Julie Belland, Julie Bélanger et Marilyn Nadeau. Donc, on va vous réexpliquer tout ça tout à l'heure. On a quand même la belle équipe là, du récit qui va vous réexpliquer à nouveau ces étapes-là et on va réafficher à l'écran tout ce que je viens de vous nommer. Donc, on se retrouve pour l'atelier pénurie de personnes enseignantes, organisation hybride de l'enseignement-apprentissage. Donc, pour cet atelier, on va avoir avec nous Marie-Claire Roy, Cyril Rostom, Dominique Gagné, Yvon Quilné, Nathalie Anger et Étienne Roy. Donc, je vous invite, je pense que vous êtes là, vous m'avez rejoint. Bienvenue à vous, la gang du récit. Comment ça va? Excellent, excellent. On est très, très enthousiaste d'être avec vous cet après-midi. Au nom de notre équipe, je vous remercie. Je remercie l'organisation Fadio de nous permettre de pouvoir échanger avec vous cet après-midi. Une logistique là, tout à fait formidable. Merci à Sarah, Maxime et à toute l'équipe derrière. Alors, d'entrée de jeu, vous vous êtes inscrit à un atelier où on va justement envisager ensemble des solutions à mettre en place pour diminuer l'impact de la pénurie d'enseignants. Hein, c'est clair qu'à court terme, on pourrait simplement dire on met un plaster sur le bobo, mais le bobo, il est plus grand que ça. Là. On compare un petit peu là, à l'image, c'est la bactérie mangeuse de chair là, qui est en train de nous gruger comme ça. Alors, auparavant, on se contentait d'essayer de rêver autrement l'apprentissage et l'enseignement, mais maintenant, on a la possibilité d'agir directement sur cette possibilité, sur l'enseignement et l'apprentissage, d'où le projet Aéro, apprentissage et enseignement réorganisé. Alors, c'est en gros ce qu'on va faire avec vous autres cet après-midi. Je ne sais pas, Sarah, si on peut valider, il y a beaucoup d'écho. Moi, je m'entends en double, ce qui n'était pas le cas ce matin. S'il y a des microphones qui seraient ouverts. Merci, c'est beaucoup mieux. Vous m'entendez toujours bien? Oui? Vous êtes là avec moi. Parfait. Oui, on t'entend bien, Nathalie. Excellent. Alors, cet après-midi, Sarah nous a présenté rapidement, ce sera Marie-Claire et Yvon qui seront attitrés au clavardage, donc n'hésitez pas à y prendre part, tandis que Dominique, Cyril, Étienne et moi, nous serons à l'animation. Comment ça va se dérouler ensemble cet après-midi? Bien, on a un volet théorique. Hein? On a une présentation à vous faire. On va vous faire part de notre vision, notre façon de voir l'apprentissage et l'enseignement réorganisé pour diminuer la pénurie, pas la pénurie, mais diminuer les impacts de la pénurie. Par la suite, vous serez invités à discuter en groupe. De là, le fait de nous regrouper par secteur de pratique, secteur d'enseignement. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on va vous inviter là, à vous renommer, comme je vais vous le présenter là, en petit résumé à la diapo suivante. Et à la toute fin, lorsque vous aurez pris le temps d'analyser 2 situations, on va revenir en plénière et on va vous offrir des opportunités de réinvestissement dans votre milieu. Alors, je saute rapidement le petit rappel ici que Sarah vous a fait, donc de vous renommer en utilisant une de ces lettres-là qui représente votre secteur de pratique, votre secteur d'enseignement. Ça va bien jusqu'à maintenant? Oui? Des réactions à l'écran, là? Oui? Mes collègues, vous surveillez ça? Excellent.
Alors, je vous laisse quelques instants si ce n'est déjà fait. Et j'invite maintenant Étienne. Étienne, veux-tu nous parler de qu'est-ce que c'est la perspective aéro? La perspective aéro, Nathalie, comme tu en as parlé tout à l'heure, c'est de ne pas prendre les choses pour acquis, de ne pas penser qu'on va nécessairement trouver du personnel pour combler toutes les postes dans les écoles, mais de voir comment on peut faire les choses autrement. Ce qu'on nous annonçait lundi, il y avait un séminaire sur l'heure du dîner où on parlait que la pénurie, ça allait durer pour encore au moins une dizaine d'années et que dans les prochaines années, la pénurie va augmenter. Bien, les effets de pénurie vont augmenter. Donc, nous, au RISFAD, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait trouver des moyens qui intègrent les technologies pour trouver une solution à cette pénurie-là. Ça va passer vite au début. On vous présente les morceaux du casse-tête qui vont servir à construire notre solution. Donc, on peut passer à la diapositive suivante, si tu veux. Première chose qu'on va faire, on va définir notre vocabulaire. Je vous le dis tout de suite, les exemples qu'on a construits étaient à la base, c'était pour le secteur des jeunes. On a tenté de les rehausser pour qu'ils puissent couvrir tous les secteurs, mais ça peut arriver que ce ne soit pas tout à fait le cas. Donc, je vous invite à faire la transposition par vous-même. Donc, on commence par définir un enseignant qualifié. Un enseignant qualifié, prenons un exemple, c'est un prof qui est qualifié en sciences, qui enseigne les sciences. Ça, c'est un enseignant qualifié dans son champ. Un enseignant qualifié, c'est un prof de français qui enseigne les sciences. Il a son brevet, mais il n'est pas dans le bon domaine. Un adulte non détenteur d'un brevet d'enseignement, c'est quelqu'un qui aurait une qualification, genre un ingénieur, qui est dans une classe de sciences. Un autre membre du personnel, c'est, prenons un technicien de laboratoire qui enseignerait des sciences. Et un adulte mandaté, c'est quelqu'un, prenons, c'est un exemple réel qui s'est passé dans une commission scolaire, la coiffeuse du village qui est bonne en anglais, qui va pour aider son village, les jeunes qui sont là, qui disent, moi, je vais aller enseigner l'anglais, je suis bonne, je vais voir comment je peux me débrouiller avec ça, puis que la direction prend parce qu'elle a du bon vouloir, puis ils n'ont pas personne d'autre. Donc, c'est nos définitions personnes, du personnel qu'on pourrait retrouver dans une école. On peut changer de diapositive, s'il te plaît. Les gens qui sont dans ce genre de personnel-là, ils sont de différents types. Il y a des gens qui ont de l'expérience dans la discipline. Tantôt, on parlait de l'ingénieur ou du technicien de laboratoire qui va enseigner des sciences. Il y en a qui n'ont pas d'expérience dans la discipline. On l'a dit tout à l'heure, il y en a qui ont des brevets, d'autres qui n'ont pas de brevets. Et à droite, on voit des exemples de gens qui pourraient se retrouver dans des situations d'enseignement. Ces enseignants-là, ils ont différentes perspectives. Si je prends un retraité qui vient en enseignement, lui, pour certains, ce qu'ils veulent, c'est simplement être avec les élèves le jour, mais ils ne veulent pas avoir de planification le soir, ils ne veulent pas avoir de correction. Donc, ils veulent faire de la suppléance seulement. Alors qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'investir pour avoir une tâche complète d'enseignant. C'est important de différencier ces deux types d'enseignants-là potentiels. Maintenant, Dominique, si je te pose la question, dans la classe, quel genre d'enseignant on peut avoir? Comment est-ce qu'il peut gérer son attention avec les élèves? Tu me poses la question qui m'amène à te parler des modes, des différents modes qui sont surtout pensés pour la FAD, mais qui seront fort utiles, qui vont être des morceaux de casse-tête, comme le dit Étienne tantôt, pour nous aider à trouver des solutions. C'est sûr qu'on a 4 modes, puis ça va jusqu'à l'asynchrone quand on parle de formation à distance, mais on va surtout se concentrer sur le synchrone animé, le synchrone autonome, de temps à autre, hors connexion autonome. Mais commençons par la synchrone animée. Je pense qu'on se fait une idée facilement de ce que c'est. L'enseignant est en présence de ses élèves. Il offre l'attention à ses élèves en direct rapidement. En FAD, ça se traduit souvent par de la visioconférence. En classe, c'est la classe traditionnelle. Synchrone autonome, c'est en même temps tout le monde quand même, c'est-à-dire qu'on commence à travailler à la même heure, on termine à la même heure, les élèves comme l'enseignant. Par contre, on n'est pas l'enseignant, l'attention de l'enseignant n'est pas nécessairement en permanence disponible pour l'ensemble des apprenants. Puis là, il y a le facteur matériel autoportant qui est très intéressant à avoir quand l'élève, on lui demande d'être relativement autonome parce qu'il n'aura pas l'attention ou le support de l'enseignant de façon rapide. Puis ça va être drôlement utile comme morceau de casse-tête dans nos solutions du synchrone autonome. C'est-à-dire que tout le monde est quand même à l'école, peut-être même physiquement à la même place ou pas, mais en même temps. Tout le monde est en même temps, mais on n'a pas l'attention de tout le monde nécessairement. Puis parce que tout n'est pas toujours tout numérique, il y a quand même aussi du hors connexion autonome qui va entrer dans les solutions. Éventuellement, peut-être qu'à la synchrone aussi, mais pas pour l'instant. Je ferai le pont avec Étienne. Oui, c'est moi. Qui va nous parler des personnes qui jouent un rôle dans ça. Moi, je parlais plutôt des modes, là, mais là, parlons des personnes qui vont nous aider, surtout pour aider les enseignants.
Donc, c'est ça, on a parlé jusqu'à présent des enseignants qui allaient être dans la classe. On a parlé de comment est-ce qu'ils peuvent interagir avec les élèves. Et maintenant, on va parler du support qu'ils peuvent avoir. Donc, on a jasé avec différents conseillers pédagogiques, différents enseignants, pour savoir c'est quoi les besoins qu'ils ont lorsqu'ils sont quand ils arrivent dans une situation d'enseignement puis ils n'ont pas nécessairement la formation. Ce qu'ils nous ont dit, ça se résume à ce que vous avez devant les yeux. Ils ont besoin d'une planification annuelle, savoir où est-ce qu'ils s'en vont, planification détaillée, une formation pédagogique, une formation disciplinaire, des services d'aide pour les apprenants, apprendre à l'évaluation. Ils auraient besoin idéalement d'avoir du matériel pédagogique sur lequel ils pourraient s'inspirer, idéalement autoportant, qu'ils pourraient utiliser avec les élèves si jamais ils sont mal pris puis ils ne ressentent pas la compétence nécessaire pour enseigner eux-mêmes. Ils ont besoin d'appui pédagogique, d'aide à la gestion de classe. De façon traditionnelle, il y avait des conseillers pédagogiques qui s'occupaient de ça avec les enseignants. Mais avec la pénurie d'enseignants, ce qu'on se rend compte, c'est que les conseillers pédagogiques ne sont pas en nombre suffisant pour réussir à accompagner tous les enseignants. Même avec les enseignants mentors, puis les enseignants ressources et l'autre personnel des commissions scolaires, on peine à amener les enseignants dans cette direction-là. Donc, on propose d'arriver avec un environnement de formation continue pour les enseignants. Cyril, je t'inviterai à nous parler maintenant comment est-ce qu'on peut gérer le temps et l'espace pour aider à la situation. Et moi, j'ose intervenir avant d'aller à Cyril parce que ça va bon train puis on a le temps. Ça fait 2 fois qu'on parle de matériel autoportant. Moi, le premier, toi, le deuxième, Étienne. Oui. Qu'est-ce qu'on entend justement par matériel autoportant, matériel pédagogique, idéalement autoportant? C'est du matériel qui pourrait servir à inspirer les enseignants. Autrement dit, moi, j'ai enseigné la MOL en sciences. Donc, je suis formé en français. La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais au secondaire. Donc, je pourrais avoir des explications qui sont sous forme de vidéo qui viendraient m'expliquer c'est quoi la MOL. Je pourrais répéter ça aux élèves si je me sens à l'aise, ou je pourrais même le passer aux élèves en mode autonome pour qu'ils puissent travailler par eux-mêmes le temps que je devienne compétent sur le sujet. Donc, c'est un peu ça du matériel autoportant. Il pourrait y avoir des exercices que l'enseignant peut faire pour se former, mais qui pourraient être faits par les élèves aussi. Donc, c'est un peu ça l'idée générale du matériel autoportant. Quelque chose à ajouter? Oui, moi, je me trompe où, en plus d'offrir les savoirs, tu parlais des vidéos, en plus d'offrir un environnement où il peut s'exercer, où il peut mettre en pratique, etc., je me trompe où il y a d'autres caractéristiques au matériel autoportant pour qu'il vraiment fasse une job intéressante en contexte où est-ce que les élèves sont synchrones autonomes, par exemple? Si les élèves sont en synchrone autonome, ce qui serait intéressant que le matériel autoportant fasse, c'est fournir de la rétroaction aux élèves. Et même chose, si on l'utilise avec l'enseignant, en ayant la rétroaction que l'élève va avoir, il va consolider son apprentissage de la discipline s'il n'est pas formé dans ça. Donc, c'est une piste qui est intéressante. Si le matériel autoportant réussit à ramasser des traces des apprentissages des élèves, ça pourrait être utile aussi. Entre autres, c'est ce que pourrait faire le matériel autoportant. Excellent. Merci beaucoup. Puis justement, tous ces éléments-là, on vous présente des modèles d'organisation. C'est le but de cette diapo-là. On a eu différentes variantes pour l'alternance classe-distance. Pour les mettre en œuvre, on propose 3 modèles d'organisation hybrides qui vont aller justement tirer parti de ces différents modes de formation. Le premier, c'est le multilieu. Dans le multilieu, en fait, on considère qu'on a un groupe classe qui est divisé en plusieurs sous-groupes qui se trouvent dans différents endroits. Chaque sous-groupe a soit un enseignant qualifié, soit un adulte mandaté qui est présent sur place avec le sous-groupe. Le soutien qui est donné aux apprenants est surtout donné par les enseignants qualifiés. Puis, afin d'aller chercher l'expérience, en tout cas que tous les apprenants bénéficient de l'expérience des enseignants qualifiés, on utilise plutôt un enseignement en mode synchrone animé ou autonome. Ça, c'est pour le multilieu. Pour l'alternance, en fait, on a un groupe classe. En fait, on a un sous-groupe A, un sous-groupe B. Le sous-groupe A, on imagine qu'il a un enseignant qualifié avec lui. Le sous-groupe B, au même moment, va avoir un enseignant qui est un adulte mandaté. Et puis, à la période suivante, c'est l'inverse. Le sous-groupe B a l'enseignant qualifié, puis le sous-groupe A se retrouve avec l'adulte mandaté.
L'enseignant qui est qualifié, lui, va toujours être en mode synchrone animé ou autonome avec son sous-groupe, tandis que les apprenants qui sont avec l'adulte mandaté, seront plutôt en mode hors connexion, autonome ou dans certains cas asynchrone. Dans le multiparcours, par contre, là, on reste dans notre groupe classe, mais cette fois-ci, on va avoir des apprenants qui vont avoir différentes matières dans le même groupe. Donc ici, pour simplifier, on prend l'exemple, on a deux sous-groupes, par exemple, un sous-groupe qui étudie une matière donnée, l'autre sous-groupe qui étudie une autre matière. L'enseignant qui est dans la classe va s'occuper des étudiants de sa matière. Donc, l'enseignant qualifié dans la classe en présence va s'occuper des apprenants de sa matière. Puis, les apprenants de l'autre sous-groupe vont être on le mentionne, en mode hors connexion autonome ou même asynchrone, avec le soutien d'un enseignant qualifié, mais de manière asynchrone comme tel. Et d'ailleurs, cet exemple-là, on va pouvoir y revenir parce qu'on vous présente justement une situation qui est basée sur on va dire, ce modèle d'organisation-là. Et dans le but, quand on regarde un peu tout ça, donc ce sont des exemples qu'on vous a présentés, il y a d'autres variantes, il y a des manières d'avoir des approches mixtes, etc. Donc, ce sont juste 3 exemples. Le but, c'est quand même de maximiser la présence des enseignants qualifiés au moment où les apprenants en ont le plus besoin. Et on doit réussir à jongler avec tous ces morceaux du casse-tête, comme disait Étienne, pour pouvoir faire en sorte que les enseignants qualifiés soient là au bon moment pour soutenir les apprenants. Donc, on en arrive avec la perspective aéro que justement Étienne va pouvoir préciser plus en détail. Je vais plutôt y aller. Donc, la fameuse perspective aéro, je commence par l'encadrer. Ah, c'est vrai, Dominique, désolé. Ça va. L'encadré vert qui donne une espèce de prémisse. C'est très important pour nous, malgré la pénurie d'enseignants, on l'a dit, qui est un problème de fond qui va sûrement durer. C'est très important pour nous que les apprenants soient en présence ou à tout le moins qu'ils reçoivent les services d'enseignants qualifiés, malgré la crise, malgré la pénurie, etc. Et ça implique inévitablement une réorganisation du travail. Ça implique aussi de la formation continue du personnel enseignant ou du personnel non qualifié, etc. Fait que ça, c'est des morceaux bien importants. Puis bon, regardons ensemble la définition ou la perspective aéro qui tout tourne autour de l'organisation hybride de l'enseignement-apprentissage qui est en sorte une façon d'utiliser à la fois les stratégies puis les outils reliés à la FAD et ceux reliés à l'enseignement en présence traditionnelle des élèves. D'où l'implication de Récifade dans tout ça, c'est que très souvent, une partie des solutions vont tourner autour du fait qu'on va, par exemple, utiliser du matériel autoportant, par exemple, utiliser différents modes, etc. Un paquet de trucs qui sont très communs, qui sont comme un oui en FAD. En FAD, formation à distance, bien sûr. Oui, puis on peut les préciser, peut-être justement ce que tu viens de dire à la diapo suivante. On a beaucoup parlé de l'environnement numérique d'apprentissage, mais c'est quand même un outil lorsque justement il y a du matériel autoportant. Ici, on précise granularisé, où on peut faire du modelage, de la pratique guidée, de la pratique autonome, où il y a des tests, des examens, où il y a certaines rétroactions qui peuvent être automatisées, justement. Mais tout ça, ça nous donne des marges de manœuvre pour pouvoir utiliser des modes de formation différents et s'organiser différemment pour pouvoir faire en sorte que les enseignants qualifiés soient là au bon moment avec les apprenants. Donc, on parlait des modes d'enseignement-apprentissage. On a vu la synchrone, le synchrone, le modal, le comodal. Il y a aussi le fait que de plus en plus, travailler aussi en équipe de collaborateurs autour des apprenants, ça implique les enseignants, ça implique aussi toute autre personne qui est impliquée dans la réussite des apprenants. Donc, travailler en équipe, ça devient important. Le mentorat, on en a touché un mot précédemment. Donc, en gros, ça, c'est les ingrédients qui vont nous permettre d'établir 3 principes en arrière, justement, de cette approche aéro. Et là, c'est vraiment Étienne qui va pouvoir nous éclairer sur ces principes-là. Donc, jusqu'à présent, on a vu c'est qui les enseignants qui vont travailler, on a vu c'est qui va les accompagner, on a vu leurs caractéristiques,
On a vu comment est-ce qu'on peut travailler dans la classe avec des structures de regroupement d'élèves, comment est-ce qu'on peut travailler dans l'espace et dans le temps dans l'école. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Le premier principe, c'est de centrer le travail de l'enseignant sur les tâches qui ont un maximum d'impact sur la réussite. Le deuxième principe, c'est soutenir les tâches d'enseignement-apprentissage qui peuvent être automatisées à l'aide d'outils numériques. Et le troisième et dernier principe qui dit, bien, finalement, reprenons ces deux principes-là et appliquons-les à l'organisation scolaire. Donc, Nathalie, je te laisse peut-être regarder avec les gens, avec WooClap, pour voir qu'on ait des exemples de tout ça. Effectivement. Alors, merci Étienne. Nos collègues ont présenté de façon générale qu'est-ce qu'on voulait dire par notre perspective aéro d'apprentissage et enseignement réorganisé. Donc, on a parlé de soutenir les tâches qui pouvaient être automatisées. On a parlé également de réorganiser l'école, les classes, etc. Mais là, on veut vous entendre. Alors, on vous invite à vous brancher avec soit le QR code que vous voyez apparaître à l'écran ou encore en utilisant l'adresse wiclap.com/aérofadio. Dans quelques instants, là, je vais lancer le sondage. Je vais faire tout de suite un bascule de fenêtre pour que vous y ayez accès plus rapidement. Voilà. Ça s'en vient. Alors, je vous laisse vous brancher, puis on va vous interroger ici, à savoir, à votre avis, on commence par le deuxième principe. Là. On va vous interroger à savoir, selon vous, là, quelles sont les tâches qui pourraient être automatisées? Donc, je lance la question, je vous laisse quelques instants pour vous brancher. J'ai déjà 46 personnes en ligne. Mes collègues peuvent remettre wiclap.com/aérofadio dans le clavardage pour aider aux gens à se brancher plus rapidement. Donc, bravo, bravo. Je vois les gens entrer. Déjà 50 quelques participants. Alors, selon vous, comment on pourrait faire en sorte que la tâche d'un enseignant est modifiée? Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait automatiser? Donner un accès à une machine pour faire certaines tâches. Alors, on s'entend ici, on ne veut pas dire que la machine, l'ordinateur va remplacer l'enseignant, loin de là. Mais comment on peut faire en sorte que certaines tâches de l'enseignant soient différentes? Et pourquoi Alors, on fait je vais tout ça? lancer le sondage. Oui, Dominique, vas-y, si tu veux intervenir. J'allais dire pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on veut libérer, on en parlait tantôt, ça nous prend une marge de manœuvre. On veut libérer l'enseignant de certaines tâches pour, évidemment, lui en offrir d'autres. Entre autres, on a parlé aussi de l'importance de l'accompagnement de peut-être ces enseignants moins qualifiés-là, travailler en collaboration et tout. Mais pour ça, il n'y a pas de magie. Il faut qu'on laisse tomber des trucs pour en faire d'autres davantage et accorder du temps. Ouais. Alors, on vous invite à vous prononcer ici. Selon vous, quelles seraient les tâches qu'on pourrait davantage confier à une machine? Alors, je vois des trucs intéressants, donc des explications qui pourraient être données à une machine, de la correction, des vidéos de modelage, excellente réponse, de la rétroaction, tout à fait. Je vois, ça se remplit. Vous pouvez faire des petits likes également. Donc, effectivement que il y a plusieurs réponses qui reviennent à la théorie, la rétroaction, la correction d'exercices, d'examen, la prise de présence, tout à fait. Ah, voilà, c'est beau de vous voir aller. Ça va très vite à l'écran, vous voyez, hein? Alors, comme Dominique le mentionnait, hein, si certaines tâches sont confiées à une machine, ça va permettre de libérer l'enseignant qui va pouvoir prendre ce temps-là à d'autres occupations, comme par exemple répondre à des groupes de besoins particuliers pour certains apprenants, des élèves forts, des élèves en difficulté, des élèves qui sont, exemple, en francisation, qui ont besoin d'explications complémentaires dans la matière que vous enseignez ou avec lesquelles vous travaillez. Alors, wow, on a de superbes réponses ici. Dominique, veux-tu faire un petit topo rapide où j'ai fait quand même une bonne tournée, hein? Oui, c'est un grand défi de liker. En passant, c'est très dynamique, ça bouge beaucoup. J'aime ça. D'ailleurs, en gros, là, tout ce qu'on fait, c'est on maximise l'impact des enseignants qualifiés à diverses tâches. Puis ces diverses tâches-là, en fait, si on parle de l'équipe au grand complet, on pourrait dire qu'on fait travailler tout le monde à la hauteur de leurs compétences pour favoriser la réussite de l'ensemble des apprenants. C'est pour ça qu'on voit souvent une équipe d'enseignants avec une cohorte d'élèves versus le passé. Bien, ça, c'est un futur souhaité, là, mais versus le passé ou l'actuel où est-ce qu'on a un enseignant et un petit groupe d'élèves. Là, on verrait plutôt un groupe d'enseignants avec une cohorte d'élèves.
Puis c'est là qu'on vient capitaliser là, sur ce qu'on peut automatiser puis laisser de côté à la machine parce qu'on va faire un paquet de trucs différents à ces enseignants qualifiés-là. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a peut-être des interventions dans le clavardage, j'en vois pas, mais si jamais il y a d'autres interventions dans le clavardage, n'hésitez pas. Donc, on vous a parlé précédemment du principe qu'on pouvait centrer le travail de l'enseignant sur des tâches qui ont le maximum d'impact maintenant sur la réussite des apprenants. C'est le premier principe qu'on vous présente ici maintenant sous forme de questions. Selon vous, quelles seraient ces tâches-là qui ont le maximum d'impact? On en a libéré, on en a laissé en automatisation, mais maintenant, quelles sont les autres tâches que l'enseignant, là, c'est des tâches incontournables qui vont favoriser la réussite des apprenants? Alors, on vous invite ici à vous prononcer à nouveau. On parle d'accompagnement pédagogique, de rétro. C'est intéressant. On revoit rétroaction. Puis oui, ça ne sera pas tout laissé à la machine. Hein. Comme tu l'as dit tantôt, on ne veut pas que la machine remplace l'enseignant. Puis à bien des égards, c'est encore l'humain qui va en faire une partie, puis la machine qui en fait une partie, sûrement la partie la plus facile laissée à la machine, c'est sûr. Tout à fait. Je vois apparaître réorganisation, la relation, tout à fait. C'est intéressant ici que, oui, la machine va assurer un certain suivi, etc., mais le relationnel, la présence, la connaissance, le contact entre un apprenant et son enseignant, tout à fait, que ce soit, peu importe l'ordre d'enseignement, évidemment. Et en fait, ça reprend aussi, j'ai vu passer l'accompagnement. L'accompagnement qu'on offre, lui, n'est pas automatisé. Tout à fait, tout à fait. Et ça, bien, dans une équipe de travail formée d'enseignants d'expérience, d'enseignants de moins d'expérience, d'adultes mandatés non qualifiés, etc., bien, ça peut permettre justement aux enseignants qui ont maintenant un peu plus de temps, je mets des guillemets, libre, d'accompagner par mentorat un enseignant de moins d'expérience. Ça peut permettre de faire du team teaching. Donc, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à ça, puisqu'on a repensé l'enseignement autrement en automatisant certaines tâches. J'ai vu, moi, une réaction fort intéressante qui disait la relation, Dieu sait que c'est drôlement important en apprentissage et ça, on ne va pas léguer ça à la machine, même si ChatGPT est avec nous depuis un certain temps et c'est un robot conversationnel, c'est pas une relation et la relation, donc, elle va rester à l'humain. Puis l'humain, encore une fois, on voit une belle différence de l'apport particulier de l'enseignant qualifié par rapport à peut-être d'autres membres du personnel qui vont venir prêter main forte parce que c'est lui qui est le plus expert de cette relation là qui va peut-être modéliser auprès de ses compagnons, etc., ses collègues. Donc, c'est intéressant. Puis même si c'est relié un peu à la rétroaction, j'ai vu passer le terme de conversation métacognitive. À partir du moment où on se place dans cette posture-là, c'est encore plus vrai qu'un enseignant peut faire une différence justement importante pour faire en sorte que l'apprenant réalise la manière dont il apprend puis développer des stratégies à ce niveau-là. J'aime bien le terme de conversation métacognitive. Pour ça, en le voyant passer, je trouvais ça intéressant. Effectivement. La prochaine version de ChatGPT. Oui, vous avez de formidables réponses. C'est vraiment, vraiment stimulant d'être avec vous. Je retourne à la présentation sous peu. Voilà. Réponse qu'on va rajouter à notre diaporama, n'est-ce pas, Nathalie? Tout à fait, tout à fait. Dans la version finale que nous transmettrons, là, on aura tenu compte de tout ça. On a parlé donc du principe 2, du principe 1. Maintenant, le principe 3, hein, quand on parle de réorganiser, revoir le fonctionnement, que ce soit de la classe, de l'établissement scolaire ou voire même du centre de service scolaire, on peut s'interroger sur les façons de faire et la pertinence, l'efficience qu'on va en retirer. Alors, c'est ici que Dominique et Cyril vont nous parler de l'exemple, de la simulation qu'on va faire avec vous qui va nous préparer à l'étude de problématiques que vous aurez à faire en sous-équipe un peu plus tard. Oui, parce que les deux premiers principes, c'était pertinent qu'on sorte des idées hors contexte pour mettre ça dans notre sac à dos puis avoir le plus de morceaux de casse-tête possible. Mais pour le troisième principe, c'est plutôt inintéressant quand on le fait hors contexte. Alors, on vous propose un contexte qui va ressembler un petit peu, comme Nathalie l'a dit, à ce que vous allez avoir à faire après pour traiter le troisième principe, parce que sans contexte, c'est moins intéressant. Et on a justement pris un exemple ici qui est en fait, faut le voir comme le choix que cette organisation-là a fait pour pouvoir organiser son enseignement-apprentissage pour répondre à une problématique de pénurie.
Et le choix est le suivant. En fait, si on peut regarder l'image qui se trouve en dessous du texte, on voit que dans une classe, il y a un enseignant de mathématiques de 5e secondaire SN qui donc fait face à ces apprenants qui étudient donc les mathématiques de 5e secondaire SN. Puis au fond de la classe, on a des élèves qui sont en histoire, qui font face à des postes de travail. Donc, on imagine qu'ils sont sur un environnement numérique d'apprentissage comme ceux dont on a parlé précédemment, avec du matériel autoportant, puis qui sont en train justement d'étudier leur histoire. L'enseignant qui est dans la classe ici est en synchrone animé évidemment avec ses élèves, tandis que les élèves du fond sont en asynchrone sur l'environnement numérique d'apprentissage en histoire. Le soutien qui est offert, le texte nous le dit, hein, l'enseignante de mathématiques va offrir un soutien plutôt fonctionnel aux élèves qui sont en histoire lorsqu'elle peut ou il peut se le permettre. Sinon, soutient les élèves en mathématiques dans les activités qu'elle leur propose ou qu'il leur propose. Donc, en gros, ça, c'est le contexte. Puis, quand on commence à décortiquer cet exemple-là, mais on peut ramener justement des concepts qu'on a vus et qu'on vous a présentés précédemment. Donc, si on passe à la diapo suivante. Il y avait autre chose que tu voulais ajouter, Dominique? Il y a peut-être juste un petit détail, c'est que ces élèves-là en histoire, ils ont aussi la possibilité d'avoir du support de la part de leur enseignant qualifié en histoire, mais pas de façon synchrone pendant leur cours, de façon en cours de récupération sur l'heure du midi, par exemple. Sous la même formule que les cours de récupération. Donc, au besoin, ils ont accès à cet enseignant-là qui, lui, ne peut pas leur prêter main forte pendant qu'ils enseignent à ses 36 élèves. Donc, 9 de trop, 9 de plus, ça ne fonctionnerait pas physiquement dans la classe. Ils y ont accès seulement qu'à ces moments-là. Tout à fait. Puis on a même mentionné que ça pouvait être de façon asynchrone pour cet enseignant-là au besoin. Et j'oserais ajouter qu'on a placé une petite vignette, une saisie d'écran de nous 6 en grande réflexion lorsqu'on a analysé la mise en situation qu'on vous proposait. Et sans doute que vous allez réfléchir autant que nous tout à l'heure, mais les deux problématiques que vous aurez analysées, elles sont beaucoup plus simples que celles que Cyril et Dominique vont vous présenter à l'instant. Puis on va vous donner quelques repères, quelques indices aussi. Mais bien que complexe, on l'a voulu très réaliste. Oui. Ces 9 élèves-là, ils peuvent très bien utiliser le cours, pour ne pas faire de pub, le cours d'histoire de 4e secondaire qui est déjà tout prêt, un matériel autoportant extraordinaire. Pour des élèves qui souvent n'ont pas réussi ce cours-là, peut-être en 4e secondaire, ils veulent le reprendre en 5e secondaire, puis les groupes, ça fonctionne plus ou moins bien, etc. Peu importe si ceux-ci, c'est parce qu'ils l'ont échoué ou pas, on a souvent pas assez d'élèves pour faire un nouveau groupe, un peu trop, puis etc. Donc, bref, on a voulu quand même le contexte assez réaliste. Oui, puis c'est sûr aussi, ces élèves ont un casque, sont capables d'écouter les vidéos qui sont justement disponibles dans l'environnement numérique d'apprentissage. On ne le voit pas là, mais ils sont équipés pour pouvoir suivre ça sans être dérangés par les élèves en mathématiques. Avant qu'on passe à la prochaine diapositive, j'aimerais vous rappeler que lorsque nous aurons à travailler en équipe, nous avons besoin de savoir vers quelle équipe nous allons vous diriger. Donc, les organisateurs FADIO vont vous diriger vers une équipe de travail. Alors, ce serait important qu'aux côtés de votre nom, vous choisissiez l'une des lettres telles qu'indiquées dans le clavardage. Donc, juste un petit rappel ici, il reste quelques personnes qui n'ont pas indiqué leur secteur de pratique. Merci. Je voudrais juste ajouter, moi, que dans le clavardage, on a quelqu'un, Christelle Gilbert, qui a dit que disons que je ne voudrais pas faire partie de ce projet pilote-là avec plein de AA. Il y a des gens qui ont réagi avec des petits sourires. Nous, on est allé quand même avec un projet qui allait au-delà de ce qui était habituellement faisable parce qu'on voulait vraiment vous faire réfléchir là-dessus. Mais moi, j'ai déjà vécu une expérience à peu près similaire, mais c'était des élèves de mathématiques, de 2 groupes de mathématiques différents qui étaient dans la même classe et qui suivaient leur cours avec un autre enseignant qui était à 50 km. Mais bon, alors c'est sûr que ce n'est pas toujours évident de pouvoir travailler dans des situations comme celle-là, mais vous allez voir que les autres situations, comme Dominique disait, vont être beaucoup plus simples
pour vous aujourd'hui. Alors, c'est ce que je voulais ajouter. Mais malgré la complexité de la situation, vous allez voir qu'on a aussi voulu pas trop complexifier la tâche, en tout cas pas trop alourdir la tâche de l'enseignant qui vit le multiparcours, l'enseignant de mathématiques, parce qu'on ne lui a pas donné la responsabilité pédagogique de ces 9 élèves-là. On a pensé que ça pourrait être quand même le prof d'histoire qui pourrait être payé à la leçon en surplus pour avoir ces 9 élèves-là de plus, même s'il ne les a pas dans sa classe physiquement. Alors, on pourrait penser que les notes et les corrections, le suivi des données qui sont dans l'ENA, bien, ça va être fait par le prof d'histoire, le prof qualifié, le prof d'histoire, alors que le prof de maths, lui, il ne ferait que la gestion administrative, c'est-à-dire l'assiduité, l'élève est-tu là, il est-tu pas là à ce cours-ci, etc. Donc, il y a quand même moyen de faire en sorte que le multiparcours, qui est toujours un peu la solution souvent la plus lourde pour l'enseignant, il y a moyen de faire en sorte que ça ne soit pas si plus lourd que ça quand même. Je me permets un commentaire, Dominique. La situation idéale pour nous autres, c'est certain que c'est ça. C'est qu'il y a un enseignant qualifié pour tous les élèves. Mais présentement, des enseignants, ça ne se clone pas. Puis moi, je fais le tour des écoles, puis je vois des enseignants épuisés. Et je pense que la solution qu'on amène ici va permettre de réduire l'épuisement des enseignants et de rendre la vie plus vivable sans qu'elle soit parfaite. Donc, on y va, Cyril, avec un exercice qui ressemble à ce qu'ils feront. Donc, on a trouvé une solution à notre problématique. Puis là, quand on l'analyse, justement, tu l'as déjà dit, on est dans une situation multiparcours. Quand on prend le point de vue de l'enseignant de mathématiques, puisqu'il y a plusieurs matières, il y a 2 matières, deux sous-groupes d'apprenants qui étudient 2 matières différentes dans son groupe. Les modes, on a vu que lui est en enseignement synchrone animé, tandis que pour les apprenants en histoire, c'est de la synchrone. Au niveau de... Est-ce qu'on a le temps, là? Parce que là, je ne sais pas en termes de temps. Ouais. En fait, on peut dire que cette colonne-là va être pratique pour vous pour un petit peu cibler les morceaux de casse-tête. Puis là, il y a des questions centrales auxquelles on voudrait que vous réfléchissiez pendant ces 30 minutes-là en lien avec votre solution. Donc, vas-y. Donc, au niveau de la description, parce qu'on mentionne la question à gauche, une brève description de la solution proposée. Donc, au niveau de l'organisation scolaire, ce qu'on peut dire pour l'enseignant d'histoire, c'est il va pouvoir offrir des périodes de récupération supplémentaires pour soutenir les apprenants. Il offre un support qui est aussi asynchrone par la même occasion. Donc, ça peut être l'un, l'autre ou les deux. Pour les 9 élèves qui sont inscrits au cours d'histoire, en fait, ils sont quand même disponibles dans une classe avec un enseignant qui est d'une autre matière, donc ici en mathématiques, puis l'enseignant offrir du sport. Exclusivement de façon asynchrone, on parle donc de l'enseignant On d'histoire. revient un peu à ce qu'on a dit précédemment, c'est ça. Donc, par rapport à l'organisation, ce sont un peu les choix qui ont été faits. Sans devoir jongler de façon majeure avec l'horaire de l'école, etc., etc. Dans ce cas-ci, en tout cas, là, on ne vous dit pas de ne pas le faire. Là. Ensuite, il y a d'autres questions qui peuvent être intéressantes, à savoir, justement, y a-t-il des tâches qu'on peut confier aux machines, un peu comme on l'a vu tantôt avec le premier principe aéro. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va vouloir confier aux machines? On profite du matériel autoportant. On a un exemple très plausible. Ce matériel autoportant-là est déjà existant, même disponible en histoire de 4e secondaire, en tout cas. Donc, pour la correction des tests, les rétroactions qui ont déjà été préprogrammées en fonction des choix et des parcours que les élèves prennent dans le matériel, des activités interactives qui leur sont proposées, les données qui sont largement cueillies, disponibles à l'enseignant par rapport à toutes les actions ou les inactions que les élèves ont avec leur matériel. Bref, ce sont ce genre de tâches-là qui sont confiées au matériel plutôt que d'être laissé à l'enseignant qui est peu disponible là, pour ces élèves-là. C'est ça. Pour l'enseignant, lui, ses tâches sont centrées sur... tu peux afficher le... Donc, l'enseignant de mathématiques peut faire des interventions synchrones sur les problèmes d'apprentissage de ces apprenants. Pour l'enseignant en histoire, comme le mentionnait Dominique, par l'analyse des données, va pouvoir cibler le soutien qu'il va apporter aux apprenants qui vont en avoir besoin et pour lequel il va pouvoir justement différencier son apprentissage, puis utiliser ses heures de récupération pour leur demander de se présenter justement. Donc, il va pouvoir centrer son temps, son énergie sur des élèves qui en ont besoin.
Puis, on a beaucoup parlé des données, ici. Donc, comme on le mentionnait, grâce à l'environnement numérique d'apprentissage, on a accès à beaucoup de données qui sont issues des activités que font les apprenants sur cet environnement-là. On en a listé un certain nombre, comme la date de dernière connexion, quelles ressources ont été consultées, les résultats et les analyses des tests que les apprenants auraient fait comme tels, puis tout ce qui touche les devoirs, les activités que les apprenants ont réalisées. Donc ça, c'est quand même beaucoup d'informations que l'enseignant d'histoire peut utiliser, encore une fois, pour différencier son accompagnement, puis aller cibler les élèves en priorité qui ont besoin le plus de soutien. Si j'ai compris, Cyril, c'est des informations, ces données-là, qui vont l'inciter à peut-être faire plus que l'extra minimum. On est allé peut-être à l'extrême dans notre exemple, c'est-à-dire que ce ne sont que les élèves qui sentent le besoin qui vont aller voir l'enseignant d'histoire sur l'heure du midi. On est allé à l'extrême avec ça, mais avec les données, bien, ça permettrait à l'enseignant d'histoire d'exiger que certains élèves viennent peut-être le voir ou trouver un autre moment parce qu'il a ces informations-là. Mais on peut penser que les élèves qui filent bien bien, auront besoin de très peu d'intervention directe avec cet enseignant-là. Donc, voilà notre solution. Ou que les interventions asynchrones suffiront, en fait, pour ces élèves. Puis, tantôt, quelqu'un a parlé du lien puis de la relation. Bien, on n'oublie pas que le prof de maths a peut-être un peu une relation avec ces élèves-là, qu'il voit quand même, qu'il accueille à tous les jours dans son local, parce que ça, on pourrait penser que c'est une lacune pour le prof d'histoire, qui, lui, ne les verra peut-être pas souvent ou moins souvent. Bref, il n'y a pas de solution parfaite. Hein? C'est, comme le disait Étienne tantôt, on est en contexte de crise, on pourrait dire, mais il y a quand même des solutions qui offrent de la qualité pédagogique aux élèves qui sont possibles en rebrassant les cartes un peu. Tout à fait. Conclusion de notre mise en situation. À la prochaine diapositive. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va résumer. On vous invite à faire la même chose parce qu'on aura une petite plénière à la toute fin. Donc, si on résumait notre situation, Cyril. Oui, donc ici, on mentionne justement qu'on s'est libéré de la nécessité de devoir créer un nouveau groupe justement pour les élèves d'histoire en faisant en sorte qu'ils puissent être dans une classe avec des élèves de mathématiques. Donc ça, c'est un des aspects. On a séparé le suivi des élèves, comme on l'a dit tantôt. Il y en a un qui c'est plus administratif, on pourrait dire l'assiduité, l'autre qui s'occupe de l'aspect pédagogique malgré son absence physique et synchrone. On évite la surcharge d'élèves justement dans les groupes d'histoire qui pourraient déjà exister si on devait ajouter ces 9 élèves-là dans ces groupes. Puis en matière d'efficience, on a équilibré le nombre d'élèves par groupe, toutes matières confondues, en se permettant ces espèces de multiparcours-là. C'est ce qui nous permet de vivre avec moins d'enseignants total, d'avoir presque pas de groupe là, à moitié, etc. Puis ça reste que, tu sais, on soulignait le fait d'un travail d'équipe, hein, de collaborateurs. Donc, toutes ces solutions-là, là, on a comme regardé la photo d'un milieu qui a pris ces décisions-là, mais ils en ont discuté en équipe, ils ont décidé de cette formule-là tous ensemble en prenant en compte aussi les forces de chacun. Donc c'est ça. Ce qui est le plus payant. Ouais. Comment? C'est intéressant de nous entendre parler, mais ce qui est le plus payant, c'est que vous réfléchissez. Comme tantôt, Nathalie disait, elle a montré notre photo alors qu'on pensait à des solutions et tout. On s'est prêté au jeu, évidemment, plus d'une fois. Mais c'est ça qui est vraiment payant pour vous. Puis c'est là qu'on s'en va, n'est-ce pas, Nathalie? Effectivement. D'ailleurs, quand vous aurez à analyser votre problématique, votre situation, vous allez aller justement vous aussi dans ce sens. On m'a rappelé qu'il y a des personnes qui n'avaient pas encore identifié une lettre. Alors, on suppose que n'importe quelle salle va vous convenir à ce moment-là. Donc, les organisateurs vont vous envoyer dans l'une des salles qui va rester. Il y a moins de participants inscrits que de personnes présentes. Non, il y a plus de participants inscrits, que de personnes présentes cet après-midi. Alors, c'est pour ça que les salles de clavardage, on en avait prévu plusieurs. Donc, on a des accompagnateurs qui seront là pour vous sous peu. Alors, il y aura peut-être maintenant 2 accompagnateurs par équipe de 5 à 10 personnes, 8 à 10 personnes, grosso modo. D'accord? On a des questions dans le clavardage. Oui, vas-y, Marie-Claire.
Juste avant de passer, on avait quelqu'un qui demandait pourquoi les élèves de mathématiques devaient-ils être gérés de façon administrative par un enseignant qualifié? Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut répondre à cette question-là? Je ne crois pas, non, peut-être que c'est la manière dont je l'ai exprimé qui a mal été compris. En fait, je mentionnais que l'enseignant de mathématiques va gérer ses élèves, les accompagner de la même manière que si les élèves d'histoire n'étaient pas présents dans la classe. Il n'y a rien qui change pour les élèves de mathématiques. En revanche, c'est plus le soutien qu'il va offrir aux élèves d'histoire qui, eux, sont en fond de la classe ou en tout cas sur leur environnement numérique d'apprentissage. C'est plus le soutien qu'il va leur apporter qui, lui, va être peut-être plus de nature administrative. Moi, j'avais dit fonctionnelle. Autrement dit, s'il peut leur apporter, s'ils ont des difficultés techniques ou autres, ou il peut apporter une certaine aide. Si, pour les encourager, et ça n'empêche pas, ça ne dépend pas de la matière. Il y a un rôle, comme le soulignait Dominique, un rôle qui peut avoir au niveau du développement de la relation avec eux malgré tout. Je veux dire, chaque jour, il les accueille dans sa classe. Donc, il y a un lien qu'il a intérêt à créer, je dirais même. Donc, mais non, lui ne gère pas de manière administrative ses élèves de mathématiques. Il n'y a rien qui change pour les élèves de mathématiques. J'aime beaucoup mieux ton fonctionnel et relationnel que administratif. Tu as bien raison, Cyril. Oui, c'est ça. On a une main levée. On a une main levée. Alors, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question, Nadine. Alors, est-ce qu'il y a toujours une main levée ici? Oui, elle a été levée par inadvertance peut-être. Oui. Nathalie, moi, je propose qu'on continue parce que là, on va entrer à l'intérieur de nos activités dans les ateliers. Excellent. Donc, alors, nous en sommes à l'élément de discussion, de réflexion autour de deux situations, deux problématiques. Alors, comment ça va fonctionner? Vous allez être dirigé sous peu par l'équipe de Fadio dans une sous-sol qui correspond à votre ordre de pratique ou d'enseignement, d'accord? Vous aurez accès à un document qui résume les problématiques. Donc, on va vous inviter à aller lire ces problématiques-là le temps que chacune des personnes de votre équipe entre dans la salle et se branche, etc. Alors, la lecture de ces problématiques-là, on va vous inviter ensuite à vous choisir un porte-parole et deux personnes qui vont écrire dans le document, une ou deux personnes, tout dépendamment du nombre de personnes dans votre équipe. Et à la toute fin, on va revenir en plénière. Et considérant le temps de notre atelier, on n'aura pas le temps, évidemment, de passer toutes les équipes, là. Alors, on ira par équipe volontaire. On aimerait peut-être qu'une équipe par secteur d'enseignement de pratique nous manifeste les points saillants là, de leur discussion. Mais on va vous en reparler plus en détail. Donc, pour le moment, je vous présente rapidement comment ça va fonctionner avec ma diapo suivante. Alors, vous avez plusieurs salles ici. Il n'y en a pas 24. Là, on m'a informé qu'il y en a moins que ça, considérant qu'on est moins nombreux. Et vous allez avoir accès à un document qui est lié à votre numéro de salle. Donc, nos gentils accompagnateurs, nos agents facilitateurs vont avoir le numéro correspondant justement au numéro de la salle dans laquelle ils auront été déplacés. Alors, le document va s'ouvrir. Donc, j'en simule un ici. Et vous allez avoir accès à votre document par équipe dans lequel vous allez retrouver, le temps qui s'ouvre, ça ne sera pas long, les consignes, un petit rappel ici des variantes spatio-temporelles parce que vous allez voir que les mises en situation ont été soit une mise en situation d'alternance, soit de multilieux, multiparcours, on lui a touché. Donc, probablement que ça va jouer autour de ça. On va vous laisser quand même travailler un petit peu. Alors, vous allez avoir une problématique ici à lire avec quelques données qui sont plus techniques pour bien saisir, bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Et j'attire votre attention, la problématique 1, elle a été déclinée en deux
variantes. Une variante qui est plus pour accès, plus pour les enseignants du primaire secondaire, particulièrement du secondaire, et auquel plusieurs enseignants du collégial peuvent se retrouver aussi. Et elle a été déclinée également au cas que vous souhaiteriez plus travailler en fonction d'une problématique, qui est plus FGA. Donc, c'est la même situation, mais au lieu de parler en termes de période, on l'a parlé en termes d'heures. Toujours est-il que la problématique 1A ou 1B, c'est la même, mais exprimée dans des mots différents. Vous pourrez en tout temps adapter en fonction de votre équipe, des membres de votre équipe, ajuster, etc., parce que c'est un atelier de discussion et non un atelier de excellent, c'est cette bonne réponse-là qu'on veut entendre. La deuxième problématique, donc la problématique 2, cette fois-ci, elle est un petit peu plus universelle. Elle peut s'adresser au monde scolaire secondaire ou encore au collégial. Donc, peut-être que vous allez vous y retrouver également. Alors, on vous suggère de choisir soit la problématique 1 à explorer en premier ou la problématique 2. Si vous faites le choix de 1, c'est la 1A ou la 1B. Et si le reste du temps, revenir à celle que vous n'aurez pas choisie en premier. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Collègues, avez-vous des éléments à ajouter avant d'aller à la suite? Pour moi, tout est clair. Est-ce qu'il y a des questions dans le clavardage, Marie-Claire? Non, pas de questions dans le clavardage, donc ça veut dire que tout le monde a compris. On le souhaite, on le souhaite. Mais moi, j'aurais une question de compréhension peut-être pour les autres accompagnateurs. Une fois qu'on sera parachuté, on va voir dans quel numéro de salle on se trouve pour être certain de prendre les bons documents. Oui. Génial. Julie va répondre à la question, je crois. Elle a levé la main. Vas-y, Julie. Non, je ne voulais pas nécessairement répondre à la question. Profites-en. Normalement, oui, j'imagine que ça va être indiqué qu'on est dans l'équipe 1, 2, 3, 17, 23, 22. Fait que c'est ça. Puis c'est ça, peut-être indiquer aux gens que dans chacune des équipes, dans chacune des sous-salles, il va y avoir une personne pour les animer. Alors, peut-être juste leur mentionner ça pour qu'ils sachent qu'il va y avoir quelqu'un qui va être là pour les accueillir. Voilà. Parfait. Excellent. Alors, nous serions prêts. De retour à 15h15, d'accord? Donc, à 15h15, vous serez automatiquement rappelé dans la salle principale. Alors, à tout de suite. Merci pour votre belle participation. Bonjour, Nathalie. Bonjour à tous, à toutes. Je vous attends, je vous attends. Bonjour. Vous serez bientôt tous là. Et de façon unanime, nous dirons tous que nous aurions eu besoin d'une heure supplémentaire. Je n'ai pas de doute à ce sujet-là. Exactement. On n'a pas eu le temps de remplir tous les rectangles. Mais les informations qui ont été recueillies sont très riches. Moi, j'ai trouvé que dans mon équipe, c'était vraiment intéressant. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'on est tous de retour selon vous? Je valide, je crois bien que oui. Alors, je me suis permis justement, moi aussi, de butiner d'une équipe à l'autre. Alors, des discussions très riches, très intéressantes. Des gens nous faisaient part, « Ah, moi, j'ai choisi la 2, mais on aurait aimé aussi discuter de la 1. » Bien, la présentation va vous être remise disponible et il sera toujours possible de réinvestir dans votre milieu. On va en reparler à la toute fin. Alors, on y va pour un retour en plénière ici. Alors, on vous invite à prendre part à la discussion, à ouvrir votre micro, à nous faire part. Là, quels sont les faits saillants? Qu'est-ce que vous avez mis en relief? Là? Quelles solutions? Peut-être que vous avez adapté les problématiques à la situation vécue dans votre milieu. Alors, on est là pour vous entendre. Quelles sont les avenues que vous avez explorées? Alors, Marie-Claire, est-ce que tu veux voir s'il y a des mains levées? Oui, je prendrais ma main levée à moi. Profitons-en! Je vais prendre la main levée à moi parce que dans mon équipe, j'ai demandé est-ce que vous voulez. Mais dans le fond, ça continue à écrire dans le document. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'on a choisi la problématique numéro 2, qui était celle où les écoles étaient très éloignées, à plus de 100 km. Et on a ressorti des besoins particuliers des apprenants, nous. On a travaillé sur les besoins particuliers des apprenants parce qu'il y avait une personne avec nous qui s'occupe des apprenants qui sont en difficulté, soit visuelle, qui ont besoin d'accessibilité au niveau des documents. Alors, quand on est allé au niveau du principe, des 3 principes aéros, on est allé vraiment sur l'accessibilité des documents, comment on peut
offrir cette accessibilité-là quand on utilise des appareils puis avec des tâches répétitives. Donc, il faut s'assurer que l'accessibilité est disponible. On a parlé beaucoup du modèle de la classe inversée pour aider, par exemple, l'enseignant qui serait à distance et qui serait non légalement qualifié à pouvoir avoir de l'aide de l'enseignant qui est qualifié. Et ce qu'on disait aussi, c'est que comme ils ont plusieurs groupes, là, il y avait comme 12, 13 groupes, on se disait peut-être que l'idéal, ça serait d'enregistrer les cours et que l'enseignant qui est à distance puisse réutiliser ces cours-là en partie ou en totalité pour s'aider. Donc, il y avait plein de choses intéressantes. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais peut-être garder en tête justement les besoins particuliers des élèves qui ont besoin d'accessibilité. Et j'aurais voulu afficher à l'écran, j'avais compris équipe 2, donc j'ai ouvert le document d'équipe 2, mais ce n'était pas l'équipe 2, je m'excuse. Alors, les personnes qui prendront place, dites-moi quel numéro d'équipe, puis je vais rapidement là, aller cibler votre document, ça serait bien gentil. On a des commentaires aussi dans le clavardage. Allons-y de ce pas. On a un commentaire de Dominique, en fait. Oui, allons-y, Dominique. Qui pourrait le dire de plus de vive voix? J'avais choisi de le mettre par écrit, mais s'il n'y a pas personne qui a levé la main, ben c'est ça. Une des conclusions qu'on avait, on avait aussi la problématique 2 qui avait été choisie au collégial. Puis un choix intéressant a été de faire consacrer le plus de temps possible à l'enseignant A qui était le plus qualifié, avec le plus d'expérience, etc., d'en profiter. En plus de, oui, il y aura du comodal et tout, mais on voulait le libérer d'une aussi grande partie possible de sa tâche là, pour qu'il accompagne pour les tâches plus précieuse pédagogique auprès des apprenants, mais aussi de prévoir, de statuer qui va accompagner les autres enseignants. Fait que ça, c'était intéressant. Très bien. Très bien. Merci, Dominique. Est-ce qu'il y a une autre équipe qui voudrait nous faire part de ces constats, prise de conscience peut-être, pendant les discussions que vous avez eues? Moi, j'étais au début avec une équipe du collégial. Est-ce que ça vous tente de vous prononcer? J'étais avec M. Bélanger dans l'équipe 16. On s'est joint à l'équipe 15. Okay. Ce qu'on a eu le temps de nommer, une très grande préparation, je dirais, au niveau de l'organisation, parce que ça pose de multiples défis, faire du multilieu. J'ai entendu, puis complétez-moi, hein, j'ai été... à l'écoute, j'ai peut-être échappé des propos essentiels. L'expérience apprenante, on s'est ressorti beaucoup, s'y soucier grandement. Donc, créer des contextes pour solutionner les problèmes administratifs, ça peut être une chose, mais il faut vraiment que l'apprenant soit au centre là, de l'expérience au niveau des préoccupations. On a vu des technicalités par rapport à, justement, si on se consacre à l'apprenant, proposer un multilieu, de faire en sorte que l'enseignant se déplace dans les deux établissements, ça pourrait constituer une condition gagnante pour créer des liens de qualité avec les apprenants. Donc, toujours dans l'esprit des conditions favorables sur le plan humain. Également, j'ai entendu dans une autre salle, oui? Oui, je disais du multilieu avec une composante d'alternance. Oui. L'enseignant... Ouais. Donc, le comodal, on l'inverse à ce moment-là. J'ai compris que la salle doit être adaptée à cette réalité où l'enseignant peut être dans un lieu ou un autre afin de favoriser les liens humains. Mm-hmm. J'ai entendu également qu'un enseignant qualifié au niveau collégial, sur le plan technique, ça peut être un défi de le recruter, considérant les opportunités professionnelles qu'il a. Donc, il n'y aurait pas par manque mais plus en termes d'opportunités professionnelles, il faut comme se réinventer, j'ai entendu ça également, ou peut-être voir l'enseignant, le spécialiste de contenu qu'on appelle au secondaire, ben, en fait, ça pourrait être un spécialiste dans un domaine donné où l'expertise est manquante là, au niveau collégial. Je vois une main levée, ça fait que je vais arrêter. Oui. Je vais laisser là, les personnes expertes là, en parler. Oui, eh bien, en fait, j'étais dans cette équipe-là, puis j'aimerais ça faire du pouce sur ce que René Bélanger avait amené. C'est important de ne pas faire aussi un collage de bonnes pratiques quand on fait l'idéation de ces mesures-là pour répondre à une problématique où on prend plusieurs pratiques qui sont efficaces séparément, puis on essaie de toutes les combler ensemble, puis de dire « Ah, ça va être intéressant dans la classe, ça va fonctionner », puis d'imposer ça à un enseignant. Parce que je me mets dans la peau d'enseignant. Tantôt, il y en a qui le disaient dans le chat, « J'aimerais vraiment ça être dans cette classe-là. »
Parce qu'il y a de la gestion de classe, hein, c'est un enjeu important de l'apprentissage. C'est la première chose qu'on dit à nos nouveaux enseignants. Prends du temps pour établir ta gestion de classe. Après ça, les apprentissages vont bien aller. Fait que il y a des choses à tenir compte là-dedans. Puis ça serait un raccourci, je pense, administratif de prendre des solutions qui sont sorties là sans mettre au centre. C'est un nouvel enseignant, on va libérer lui, on va faire ça, on va y mettre 3-4 élèves qui font de l'histoire, 2-3 qui font des maths. Puis, hey, administrativement, ça fonctionne. Puis lui, il va avoir plein de supports. Mais dans la réalité, c'est pas toujours tout à fait ça. Fait que moi, on a parlé beaucoup de ça. Il y avait certaines craintes aussi. Fait que je pense que c'est important de le mettre en flot parce que je suis sûr qu'il y a plein de nouveaux enseignants là, qui font ah ouais, c'est vrai, c'est fou. C'est pas, tu sais, un administrateur fait yes, on a résolu notre problème. Check, on passe à d'autres choses. Puis là, donne les cours maintenant. Tu sais, c'est toi qui es prêt, c'est l'enseignant qui est prêt avec le problème. Voilà mon intervention. Très intéressant. Merci, M. Cloutier. J'ai 2 mains levées de la formation professionnelle DG GIG. Donc, je ne sais pas quel est le nom complet, si c'est DG. Oui, bonjour, Denis Giguère, ben voilà. commission scolaire Lester B. Pearson. Donc, j'étais dans l'équipe numéro 9 avec Alexandre comme facilitateur, puis une prof Marie-Hélène qui n'était pas nécessairement de l'AFP, puis Marie-Chantal et malheureusement, je n'ai pas le nom de mon autre collègue. Donc, formation professionnelle, on a choisi aussi, nous, les 2 milieux. Ça se prêtait bien à notre type d'enseignement. Donc, ce qu'on a écrit, c'est que nous, c'est comme des situations qu'on vit un peu déjà. Donc, une formation en ligne synchrone ou asynchrone ou en alternance avec le milieu de travail, ce qui se fait beaucoup. Donc, ça permet comme ça de pouvoir travailler sur 2 milieux. Puis la portion pratique, à ce moment-là, prend tout son sens puisque on peut aller en milieu de stage avec un superviseur de stage qui dégage l'enseignant. Donc, c'est des pratiques qu'on a un peu déjà. On se partageait aussi que nos centres de formation sont aussi en compétition. Donc, ce n'est pas toujours évident là, quand on parle de dire qu'on va collaborer ensemble. C'est juste un petit commentaire comme ça. Donc, est-ce qu'on diminue l'impact de la pénurie? Oui, avec la portion en ligne autodidacte, puis avec le superviseur en milieu de stage. On pense qu'avec du matériel autoportant, ce serait possible. On a des modalités qui sont déjà en place depuis un bon moment. Donc, un centre appuyé par un autre où il y a le personnel qualifié, ça peut fonctionner. Donc, après ça, on a regardé un peu les 3 principes. Le temps était court, on a fait la guerre un peu, mais voilà. Comme nous tous. Voilà, c'est ça. Donc, on aurait souhaité peut-être pouvoir parler plus longtemps, mais c'est ce qu'on a dit. Très bien. On va prendre 2 dernières courtes interventions. Il y avait Annie et peut-être quelqu'un de l'université que j'aimerais entendre. Oui, très rapidement. Moi, j'étais facilitatrice avec l'équipe 4. On a parlé principalement de la problématique 2 et très peu de la 1A du niveau secondaire. Mais de façon générale, il y a une participante dont j'oublie le nom et je m'en excuse, qui disait que pour des problématiques semblables, qu'elles soient plus du type numéro 1 ou numéro 2, il serait intéressant d'utiliser des principes des écoles alternatives afin de décloisonner l'enseignement et aider justement à trouver des solutions innovantes et aussi de pratiquer la pédagogie inversée, peu importe les problématiques. Donc, je trouvais que ça l'apportait une bonne touche, peu importe la situation où on se trouve. Donc, je vous rapporte ces propos. Très bien. Intéressant ici. Une dernière intervention, peut-être les gens qui ont travaillé du côté universitaire. On a aussi FGA qu'on n'a pas entendu. Nathalie, juste pour dire que M. Gérin Lajoie qui a dit qu'au-delà de l'aménagement des locaux, le problème avec le comodal et la distance synchrone, c'est de devoir composer avec des grilles horaires qui peuvent différencier d'un établissement à l'autre. Et c'est ce qu'on a vu, nous autres aussi, dans notre problématique, la problématique de la grille horaire. Très bien. Et il y a plein d'autres belles interventions dans le clavardage. Je vous invite à les lire, à les suivre. On a de beaux filons, de belles pistes ici. On va devoir poursuivre, enchaîner, parce qu'on ne veut pas vous retenir au-delà de l'apéro. Hein? Alors, j'y vais ici. Je retourne en grand partage.
Et on y va pour rapidement le retour en plénière. Et comment on peut réinvestir ici? Comment on peut faire en sorte de faire réfléchir nos milieux? Hein? On l'a dit, hein, c'est autant l'équipe pédagogique, l'équipe d'enseignants, l'équipe organisation scolaire, l'équipe des ressources humaines à travers une organisation scolaire, une commission scolaire aussi. Alors, on s'entend qu'il y a plein de possibilités. Alors, j'invite Étienne ici à nous parler des possibilités de réinvestissement. Comment tu ferais ça, Étienne? Premièrement, il y en a peut-être qui ont été un peu bousculés par ce qu'on a présenté. C'est quand même une façon assez nouvelle, je pense, de voir la problématique, de recentrer les tâches avec du matériel autoportant puis en utilisant la technologie. On le rappelle, notre but, c'est surtout pas de remplacer les enseignants, mais c'est de trouver une façon de faire différemment puisqu'il y en manque présentement. Donc, si vous souhaitez travailler cette approche-là avec votre milieu, on l'a déjà nommé, on ne garage pas des enseignants dans ce genre d'affaires-là sans avoir préparé le terrain avant. Nous autres, ce qu'on suggère, c'est je dirais, amener les enseignants, si vous êtes dans une école, vous êtes une direction d'école, en parler avec vos enseignants pour voir ce qu'on appellerait un plan d'urgence ARH. Si jamais il y a deux de mes profs de sciences, je suis un enseignant de sciences, donc je dis toujours sciences, là, qui tombent, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, si ça arrive l'an prochain, bien, on va savoir qu'on n'aura pas de surprise. Donc, les différentes situations qu'on vous a présentées, donc, je travaillerai ça de concert avec les enseignants de mon équipe école. Si vous êtes dans une commission scolaire, peut-être présenter notre approche à vos directions d'école pour les sensibiliser à tout ça. Et par la suite, bien, si on veut mettre ça en place, bien, il faut regarder vos modèles de changement, d'instauration du changement. Moi, j'aime bien le BOTEF parce que je suis assez âgé, puis c'est un modèle qui m'a toujours bien servi. Donc, travailler le vouloir agir, le pouvoir agir, le savoir agir des gens. Si vous voulez travailler ça avec votre milieu, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas. Si tu veux changer de diapositive, s'il te plaît. Donc, y a-t-il des choses que vous avez dans votre organisation qui sont déjà en place, donc au point de vue matériel, informatique, humain ou pédagogique, et qu'est-ce que vous devez trouver avant de mettre ça en place? Et vous devez le trouver rapidement parce que la pénurie est maintenant. Donc, puis plus on avance, moins on a de gens pour faire les choses. Donc, c'est avec cet œil-là qu'on aborderait la situation. Mais la première chose, c'est de réfléchir à ce qui est déjà en place et ce qu'on doit mettre en place et de penser aux conditions de succès qui vont être nécessaires et à planifier les étapes de préparation qui vont amener à une solution qui va être construite par l'équipe, non pas juste un noyau de personnes, mais qui va être partagé à travers les gens qui vont avoir à la vivre et à faire que ça devienne leur situation et que ça soit un choix qu'ils font et non pas quelque chose qui leur est imposé parce que c'est eux qui vont avoir à vivre avec ça. Tout ce qu'on vous a présenté présentement, c'est des choses qui existent déjà dans des écoles. On n'a pas inventé ça, c'est des choix que des gens ont faits dans les exemples qui étaient là, parce que ça correspondait à une solution qui était moins pire que d'avoir un groupe d'élèves où il y avait un suppléant qui changeait à tous les cours. Donc, ils ont trouvé des situations, des solutions innovantes à leurs problématiques. Et ça va être la même chose qu'on vous a présenté, c'est des exemples. La solution dans votre école, dans votre centre, ça ne sera pas une qu'on vous a présentée, ça va être celle que vous allez inventer avec vos collègues et votre personnel. Donc, le mot de la fin, Nathalie? Très bien. Tu as fait un très bon résumé de tous les enjeux. Hein. Il y a les conditions de travail, il y a les conditions administratives et les conditions etc. Là. Donc, je vais aller rapidement. On a très bien fait le topo et je lisais encore dans le clavardage de très grandes et très belles, pertinentes interventions. On est disponible, hein, si jamais vous souhaitez approfondir le sujet. On est là pour en discuter avec vous. Vous avez nos coordonnées dans tous nos documents de présentation. Et notre mot de la fin, on reste en place si jamais vous voulez rester pour quelques questions. L'image qu'on a, c'est de passer non pas seulement de mes apprenants, mais passer à nos apprenants au sein d'une organisation. Alors, c'est à bien y réfléchir, là, comme petit mot-clé de fin, c'est très beau. Question? Sinon, je remercie l'organisation FADIO ici et on reste en place. Merci tout le monde d'avoir été là pour votre participation, vos échanges très riches. Merci beaucoup, la gang du récit. Donc, nous, on doit déjà aller se préparer pour notre prochaine activité, mais on vous remercie de nous avoir fait travailler en équipe comme ça. C'était super intéressant. Je vous partage, il
je vais vous faire arrêter de partager votre écran pour c'est partager la mienne. C'est fait. Alors, rapidement, quelques informations. Je vous invite à aller remplir le formulaire d'appréciation des activités, donc que vous pouvez là, remplir au fur et à mesure. Toutes les activités y sont. Donc, à monurl.ca/apprécier ESPAD 23. On vous invite également, si vous participez à plus de 3 activités, à aller réclamer votre badge numérique, donc gracieuseté de cadre 21 à monurl.ca/badge ESPAD 23. Finalement, on veut remercier les partenaires de cette édition 2023. Ils sont tous à l'écran. Un merci spécial au ministère de l'Éducation pour son financement. Et rapidement, je vous invite à vous joindre à nous là, demain à 14h, cocktail de clôture propulsé par le REFAD. Plusieurs prix à faire tirer, des prix de participation. Ils sont à l'écran. Et finalement, mais pour revoir toutes nos activités en rediffusion ou pour vous inscrire aux activités qui vont se dérouler là, dans quelques minutes et demain, vous pouvez visiter le monurl.ca/ESPAD 23. Donc, je vous remercie beaucoup. On se revoit dans 15 minutes, non, un petit peu plus que ça. On se revoit à 16h pour l'atelier Collaborer pour apprendre en réseau et à distance, présentation d'un outil d'écriture collaborative incontournable propulsé par l'école en réseau. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et à ceux qui nous joignent tantôt, on se voit bientôt.